Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Nous entamons ce focus par cette visite de travail de 72 heures du président somalilandais qui a été reçu par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République le président du Somaliland, M. Abdurrahman Mohamed Abdillah, qui est à la tête d'une forte délégation ministérielle de Somaliland pour une visite de travail de 112 heures à Djibouti. À son arrivée au Palais de la République, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli le président somalandais. Il s'agit là de la première visite officielle du président du Somaliland, M. Abdurrahman Mohamed Abdillah, depuis son élection en novembre 2024. Témoignant de son engagement à établir des relations solides et consolider les liens de coopération entre les deux pays. Cette visite illustre la volonté commune de renforcer les liens diplomatiques et économiques. Le niveau de coopération et d'échange entre la République de Djibouti et le Somaliland, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été au centre des discussions entre le président de la République et le président de la Somaliland. Les discussions entre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le président de Somaliland, Abdurrahman Mohamed Abdillah, ont principalement porté sur le moyen de consolider la coopération entre les deux pays. L'accent a été mis sur le développement des échanges commerciaux, l'amélioration des infrastructures transfrontalières et la coordination entre les enjeux régionaux et communs. Cette visite de haut niveau s'inscrit dans une dynamique visant à encourager des initiatives conjointes pour promouvoir la stabilité dans la région. L'engagement à renforcer leur partenariat est un signe prometteur pour l'avenir de la coopération entre Djibouti et le Somaliland. Rappelant que Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées. Ils sont également liés par la culture, la langue et les liens familiaux qui existent entre les deux populations. Le président de Somaliland est à la tête d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de la présidence de la Somaliland, Khadr Hussein Abdillah, et le ministre de l'information, Ahmed Yassine, le ministre de l'investissement et de l'industrie, ainsi que le ministre de la jeunesse et le ministre de l'aviation du Somaliland. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, a représenté le chef de l'État au sommet de la Ligue arabe en Irak. Direction Bagdad, où s'est ouvert samedi dernier le 34e sommet ordinaire de la Ligue arabe dans le faste solennel du palais du gouvernement. Les chefs d'État du gouvernement du monde arabe sont réunis autour d'un mot d'ordre qui sonne comme une urgence: dialogue, solidarité et développement. C'est la 4e fois depuis 1946 que l'Irak, berceau des civilisations et le théâtre de nombreuses convulsions, accueille un sommet arabe au plus haut niveau. Cette édition tient dans un contexte régional d'une gravité inédite dominée par la stratégie palestinienne, en particulier la guerre sans relâche menée par Israël dans la bande de Gaza depuis plus de 20 mois. La présence de plusieurs figures majeures du monde arabe et international atteste l'importance de ce rendez-vous diplomatique. Parmi les dirigeants ayant fait le déplacement, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le président égyptien Al Fattah Al Sisi, palestinien Mahmoud Abbas, le chef de la diplomatie djiboutienne et représentant du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et enfin le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le sommet revêtait également d'une dimension internationale marquée par la participation du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et celle du ministre et premier ministre espagnol Pedro Sánchez, invité d'honneur pour cette édition. Cette représentation d'organisations régionales et internationales complète le tableau diplomatique. Dès jeudi, les ministres arabes des Affaires étrangères avaient balisé le terrain en entérinant les points de l'ordre du jour. 5 dossiers majeurs, 5 initiatives sont sur la table, au premier rang desquelles la question palestinienne, cœur battant et douloureux de la cause arabe. Au-delà de Gaza, les convulsions régionales alimentent les débats. Le marasme libanais, la crise syrienne, l'enlissement au Soudan, autant de foyers de tension qui dessinent les contours du monde arabe confronté à des défis exhaustifs. Nous allons parler finances avec cette cérémonie de présentation des études de préfaisabilité de 2 projets. Quels sont ces 2 projets? La suite dans cette séquence.
Le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie et la direction générale en charge des partenariats publics-privés ont organisé au Sheraton Hotel avec le groupe AFD Expertise France une cérémonie de présentation des études de faisabilité de deux projets structurants devant être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. La cérémonie s'est tenue en présence de M. Abdulrazak Ahmed Idriss, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du BENFOP, M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère du Commerce, Mme Hiwa Ousmane, secrétaire général de la Chambre de commerce, le directeur général de l'NTD, Ousmane Abdi Mohamed, le directeur général de l'ANPI, Abdi Darar Obsiye, et des représentants du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. Les deux projets présentés sont la création d'un centre d'excellence de formation professionnelle en hôtellerie et du tourisme destiné à renforcer les capacités nationales en formant un main-d'œuvre qualifiée, en répondant aux besoins croissants du secteur touristique et la mise en place d'un central de concrassage et de bitumage visant à améliorer l'approvisionnement en matériaux de construction pour les travaux d'infrastructure tout en réduisant les coûts et les délais de réalisation. L'objectif est de partager les conclusions des études, de mener en amont, d'évaluer la viabilité des projets, en continuer les dialogues constructifs en vue de leur mise en œuvre. Dans l'actualité également, il y a la clôture d'un atelier national de validation portant sur deux rapports stratégiques. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a clôturé l'année dernière un atelier national de validation portant sur deux rapports, à savoir la stratégie et ainsi que le profil de vulnérabilité et le rapport sur l'impact de la zone libre-échange continentale africaine sur le développement industriel de Djibouti. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, en présence de la représentante résidente des Nations Unies à Djibouti. Cet atelier a construit un cadre d'échange inclusif et constructif, réunissant des représentants de l'administration publique, du secteur privé, au milieu des universitaires, ainsi que de la société civile. Les discussions ont permis de finaliser et de valider les deux documents de référence pour le développement économique du pays. Le profil de vulnérabilité dressé en évaluation des défis structurels auxquels Djibouti fait face en vue de renforcer sa résilience et capacité d'adaptation encore au rapport sur l'impact de la ZLECAF. Il propose une analyse approfondie des implications de cette initiative continentale sur le développement industriel de Djibouti en identifiant à la fois les opportunités à saisir et les risques à anticiper. À travers cet exercice, le gouvernement de Djibouti, avec l'appui de l'UNICEF et du système des Nations Unies, a réaffirmé sa volonté d'adopter des politiques industrielles inclusives fondées sur des zones approbantes et alignées sur l'objectif de la vision Djibouti 2035. Une délégation djiboutienne a pris part aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. La République de Djibouti a pris une part active aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui s'est tenue du 12 au 22 mai dernier dans la capitale algérienne. Une délégation djiboutienne conduite par M. Simon Mibratou, secrétaire général du ministère du Budget, a représenté le pays lors de cet événement majeur, réunissant le gouverneur des États membres ainsi que les hautes autorités et du monde de la finance islamique. Cette assemblée, encadrée par le prestigieux 19e édition du Forum mondial de la BID, a été présidée par le président de la banque, Dr Ahmed Al-Jasser. Le thème central cette année est l'intégration de la technologie numérique dans la finance islamique pour booster le commerce électronique et renforcer les petites et moyennes entreprises et susciter ainsi des riches échanges entre les participants. Dans un contexte marqué par l'accélération et la transformation numérique, la délégation djiboutienne s'est particulièrement intéressée aux nouvelles opportunités offertes par les outils financiers islamiques numérisés. Ainsi, selon les experts présents, ces innovations permettent non seulement d'élargir l'accès à la finance islamique, mais aussi à stimuler le développement économique dans les pays membres, notamment en facilitant l'émergence des solutions adaptées aux besoins. Ainsi, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération des États membres afin de faciliter l'accès à ces mécanismes de financement innovantes et particulières pour les pays en développement comme Djibouti, engagés dans une dynamique de modernisation économique. Dans l'actualité régionale, il y a ce mémorial destiné à la jeunesse en Somalie. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial de la Ligue de la jeunesse somalienne qui commémore la lutte des premiers militants unis pour l'indépendance. 13 jeunes Somaliens ayant fondé ce mouvement dans un hôtel de Mogadiscio le 15 mai 1943. Après la cérémonie de dépôt de la gerbe, le président Hassan Sheikh Mohamud s'est rendu à l'hôtel, ainsi Royal Palace, où une grande célébration a été organisée à l'occasion de la journée de la jeunesse somalienne. Selon le correspondant de la radio-télévision de Djibouti,
Aussi, plusieurs ministres et chefs de la police nationale, d'autres responsables, ainsi qu'un large public de jeunes ont pris part à cet événement. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, le président somalien a mis en lumière le rôle pionnier et déterminant joué par ces 13 jeunes dans la lutte pour l'indépendance nationale de la Somalie. Il a également saisi cette occasion pour échanger avec la jeunesse de son pays et s'engager dans les efforts de reconstruction nationale, à contribuer au processus de développement et à participer à la vie électorale. Dans l'actualité internationale, 9 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à entrer à Gaza après plus de 11 semaines de blocus. Une goutte d'eau dans l'océan, 9 camions d'aide autorisés à entrer à Gaza. 9 camions d'aide humanitaire des Nations Unies ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza, a annoncé le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, évoquant une goutte d'eau dans l'océan. Après plus de 11 semaines de blocus, l'autorisation d'Israël à reprendre l'aide limitée à un développement bienvenu qui doit rester en place. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan et beaucoup plus d'aide doit être autorisée à entrer à Gaza. Dès demain matin, a déclaré Tom Fletcher dans un communiqué réclamant la levée de toute quota. Aujourd'hui, 9 de nos camions ont été autorisés à entrer via le point de passage de Kerem Shalom. Alors qu'aucune aide humanitaire n'est entrée depuis le 2 mars dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche qu'il allait autoriser l'entrée d'une quantité de bases de nourriture destinée à la population afin d'éviter le développement de la famine dans la bande de Gaza. Les quantités limitées désormais autorisées à entrer à Gaza ne remplacent bien entendu pas un accès sans entrave aux civils dans le besoin, a insisté Tom Fletcher. Selon l'ONU, plus de 90% des habitations à Gaza ont été détruites. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que les abris sont rares à Gaza, en pleine guerre israélienne avec une destruction de 92% d'habitations. La guerre israélienne en cours a détruit 92% des habitations palestinienne dans la bande de Gaza, a déclaré lundi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ainsi, d'innombrables personnes ont été déplacées, plusieurs reprises, et les abris sont rares, a ajouté l'agence onusienne, renouvelant son appel à la levée du siège israélien sur l'enclave palestinienne. Rappelant que l'offensive brutale menée contre la bande de Gaza par l'armée israélienne a tué plus de 53 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ce qui a valu à Israël d'être poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale a émis quant à elle des mandats d'arrêt en novembre dernier contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Syrie, il y a la levée des sanctions américaines qui accélérera la reconstruction des infrastructures énergétiques du pays. Avec des réserves pétrolières estimées à 7 milliards de barils et un fort potentiel gazier, la Syrie pourrait également développer les énergies renouvelables dans des conditions favorables. L'annonce par le président américain Donald Trump de lever des sanctions contre la Syrie lors du forum conjoint d'investissement américano-saoudien à Riyad ouvre la voie à une accélération à la reconstruction des infrastructures énergétiques du pays. Ces décisions suscitent l'attention de la manière dont les besoins énergétiques de la population de Damas seront satisfaits. Trump envisage d'utiliser son pouvoir d'extension pour assouplir la loi César, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio évoque une possible levée totale des sanctions par le Congrès en cas de progrès significatif. Rappelons que les sanctions de la guerre civile ont ravagé l'infrastructure énergétique syrienne avant le conflit. La production pétrolière atteignait environ 350 000 barils par jour selon les données régime. Elle est tombée sous les 90 000 barils après la guerre. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.